Bonjour à tous, moi c'est Naomi, je suis une interne ici en anesthésie, je suis en phase socle. Je vais vous présenter le sujet anesthésie loco-régionale dans la chirurgie du cancer du sein. Bien noter que c'est l'anesthésie et non l'analgésie, qui est quand même un sujet déjà connu. Pour ce thème-là, j'ai été encadrée par le docteur Jouffroy Viridiana. Et donc, petite introduction pour démarrer le topo. En fait, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Ça représente 60 000 nouveaux cas par an en France et 12 000 décès. En fait, c'est un cancer qui est souvent diagnostiqué à un stade précoce, notamment lié en fait, à la mammographie de dépistage chez les femmes de plus de 50 ans. Qui dit stade précoce dit donc traitement chirurgical dans la plupart des cas. Et en fait, ce traitement chirurgical-là, il va permettre une exérèse de la totalité du tissu, qui va permettre aussi d'augmenter donc la survie sans récidive et diminuer le risque de métastase. Comment on en est arrivé à ce sujet? En fait, on a eu un cas clinique dans le service. Madame E, c'était une patiente de 63 ans qui avait comme antécédent une hypertension artérielle pulmonaire dans le cadre d'une cardiopathie congénitale qui était assez sévère. Et donc, elle avait plusieurs comorbidités avec un syndrome d'apnée du sommeil associé et une patiente qui avait de l'oxygène à domicile. Son histoire commence en septembre où on découvre une masse mammaire gauche notée BIRAT5. Cela veut dire que c'était une masse qui était maligne au niveau de la mammographie et qui nécessitait une biopsie afin de confirmer le diagnostic. Cette patiente est venue dans notre service pour une mastectomie partielle avec biopsie du ganglion sentinelle pour confirmer le diagnostic de cancer. On a eu une problématique par rapport à cette patiente. Donc, avant d'en parler, j'aimerais vous poser cette petite question. Donc, du fait des comorbidités de la patiente, quel type d'anesthésie vous aurez choisi chez elle? Qui sont ceux qui feraient une anesthésie générale avec un masque laryngé ou un tube? Personne fait l'anesthésie générale. Tu peux remettre les chiffres de PAP? Bien sûr. Donc, on avait une PAP à 48 mm de mercure et une pression artérielle systolique à 71, une diastole à 30. Elle était NYHA2. De mémoire. Donc, je vous repose la même question. Qui sont ceux, du coup, qui font une anesthésie générale avec un masque laryngé ou une intubation orotrachéale? Très bien. Qui propose plutôt une sédation simple avec masque facial? Et qui, du coup, partirait sur l'anesthésie loco-régionale? On peut faire BC en même temps. Tout le monde aurait fait BC. Très bien, donc je note votre réponse et on verra à la fin du topo ce qu'il en est. Donc la principale problématique de la patiente, c'était donc son hypertension artérielle pulmonaire. Et donc ce thème est assez bien expliqué dans le MAPAR et en fait on voit que les différents anesthésiques qu'on utilise en anesthésie générale peuvent provoquer provoquent une diminution de la contractilité ventriculaire droite, notamment le sévoflurane et le propofol ici, comme on voit sur le tableau, et cela peut provoquer un désamorçage de la pompe cardiaque droite, ce qu'on veut éviter chez cette patiente, qui a déjà un cœur droit fragile. Et donc la prise en charge qui a été proposée chez cette patiente après une concertation pluridisciplinaire entre pneumologue, anesthésiste et chirurgien gynéco, donc a été décidé donc un monitorage classique avec également ajout de quelques monitorages en plus comme l'indice cardiaque, un optiflow en salle et également du coup a été recommandé de faire un bloc anesthésique paravertébrale thoracique à la ropivacaïne, donc à gauche, puisque c'était une chirurgie à gauche, avec un casque de réalité virtuelle. Et donc, si on parle un peu de l'analgésie loco-régionale qui est recommandée, en fait, donc on peut faire un lien entre l'analgésie et l'anesthésie, puisque c'est les régions qu'on souhaite anesthésier. Donc, en première intention, c'est souvent le bloc paravertébral thoracique, et on peut également citer le bloc serratus,
et également le bloc interpectoral. Notre but, en fait, c'est de diminuer la sensibilité au niveau du sein, et on voit que en fait, le sein, c'est une région qui est beaucoup innervée, donc on voit de C4 à T6. On a les branches des nerfs supraclaviculaires, juste là, qui vont amener cette sensibilité au niveau du pôle supérieur du sein. Et également, on a les nerfs interpectoraux et les nerfs intercostaux qui font les deux côtés bilatéraux. Donc le premier bloc et le bloc qu'on a choisi de faire en salle, c'était le bloc paravertébral thoracique. Et sur cette coupe axiale, en fait, on repère l'espace paravertébral qui est encadré par la vertèbre sur le côté médial et la plèvre sur le côté latéral, avec derrière en fait toutes les structures sous-cutanées qu'on passe et les côtes également qu'on devine un peu au départ de la vertèbre. Ici, en coupe parasagittale, on voit également cet espace qui est juste en arrière de la plèvre. Et également, donc, quand on passe notre aiguille, on passe tous les structures sous-cutanées. On passe également le ligament entre les deux côtes pour arriver à cet espace qu'on a choisi. Et donc, c'est les mêmes coupes, mais au niveau de l'échographie. Et on va plutôt s'arrêter sur la deuxième, qui est beaucoup plus parlante et qui est celle qu'on avait vue au bloc. Donc quand on pique en in-plane avec la sonde parallèle à l'axe vertébral, on voit la direction que notre aiguille va prendre. Donc elle va passer tous les espaces qu'on a cités tout à l'heure, les espaces sous-cutanés. On a les côtes ici avec le cône d'ombre postérieur qu'on voit bien et la plèvre qui est hyper échogène à l'échographie. Et on va viser cet espace en évitant le vasculo-nerveux qui est sous les côtes. Le deuxième bloc qui peut être utilisé également, c'est le bloc serratus antérieur. Donc le serratus, aussi appelé le muscle dentelé. Donc c'est un muscle qui s'insère sur la scapula et également sur les premières côtes. Et donc on va piquer soit dans l'espace postérieur à ce muscle, soit dans l'espace antérieur. Et il n'y a aucune étude qui a montré une supériorité de l'un des deux espaces. Et donc l'objectif de ce bloc également, c'est d'anesthésier en fait les branches cutanées latérales des nerfs intercostaux. Et je ne l'ai pas dit pour la précédente diapo, mais pour le bloc paravertébral thoracique, ce sont les nerfs spinothoraciques et notamment la branche postérieure qui assure la sensibilité. On avance un peu et en fait il y a un nouveau bloc maintenant qui est le bloc serratus postérieur, dont je n'avais pas encore entendu parler. Donc c'est un bloc qui se fait en fait à ce niveau-là, en avant du muscle serratus, en passant par le trapèze, le rhomboïde et arriver au muscle serratus postérieur. Et donc on va injecter également de la solution afin d'analgésier les dermatomes C3 à T10. Enfin, une possibilité au niveau des usages. Et donc un peu de littérature sur le sujet, donc ça a été assez compliqué de trouver des études sur ce sujet-là. Et la première étude que j'aimerais vous montrer, c'est l'anesthésie pour la chirurgie du cancer du sein éveillé. Donc c'est une étude qui a observé, en fait c'est une étude observationnelle de 2022 qui a observé donc le bloc paravertébral de manière éco-guidée qui pouvait être associé à d'autres blocs et également associé à de la sédation et également à d'autres techniques non médicamenteuses telles que la musique, les vidéos. Et ce qui a été en fait étudié dans cette étude, c'est la sensibilité thermoalgique et également la conversion en anesthésie générale. Mais quelques points négatifs, en fait, par rapport à cette étude, on n'a pas d'analyse statistique des données cliniques qui ont été collectées. C'est une étude qui reste observationnelle et également, on n'a pas d'informations sur le type de chirurgie du cancer du sein parce qu'il y a plusieurs chirurgies qu'on peut réaliser. Donc, difficile de conclure après cette étude. Une deuxième étude un peu plus solide, c'est une étude qui a observé donc, le bloc paravertébral toujours. Et donc là, cette fois-ci, on avait les caractéristiques des patients avec les différents types de chirurgie que les patientes avaient subi. Donc de la mastectomie partielle au simple curage axillaire.
Et donc, ce qui a été étudié, c'est le bloc paravertébral associé à une sédation type midazolam ou fentanyl avec un objectif, c'est d'avoir une patiente plutôt orientée ou somnolente. Et donc, voici les résultats qui ont été trouvés pendant cette étude. Donc, on voit que la durée de la chirurgie et de l'anesthésie était d'en moyenne 58%. Et si on s'arrête sur, par exemple, la lévobupivacaïne a été utilisée à 1,3 mg/kg et le propofol à 3,9 mg/kg/h, sans compter une seule anesthésie générale en tout, mais on en reparlera juste ici. Donc les résultats globaux sur 16 patientes qui ont été analysés. Donc une patiente a nécessité une anesthésie générale, c'est celle qui avait la chirurgie la plus lourde, à savoir une mastectomie totale avec curage ganglionnaire. Il y a 13 patientes qui ont ressenti aucune douleur sur les 16 pendant la chirurgie. Une patiente qui a eu besoin d'une anesthésie locale supplémentaire réalisée par le chirurgien durant le bloc opératoire. Et également, 15 sur les 16 patientes étaient satisfaites de leur chirurgie. Et l'avis des chirurgiens également, qui est important, c'est 13 interventions qui ont été très satisfaisantes sur les 15, puisqu'il y en a une qui a été convertie en anesthésie générale. Et donc les points négatifs de cette étude, c'est que ça reste tout de même une étude observationnelle, une étude avec peu de patients. Et donc, on peut conclure en fait d'une probable efficacité de l'anesthésie loco-régionale si elle est associée avec une sédation. Et donc, une technique ancienne qui est en train d'être mise un peu au goût du jour avec cette étude, c'est l'anesthésie locale par tumescence. Et donc, quel est le principe de cette chirurgie? Donc, c'est une étude de 2023. Et en fait, on a une délimitation de la zone d'activité du chirurgien par le chirurgien lui-même. Et donc, on va injecter un liquide ici. Donc, j'ai mis tous les détails du liquide qui a été injecté avec de la ropivacaïne, de la lidocaïne et de l'épinéphrine. Et donc, on injecte en sous-cutané jusqu'à ce que la peau en fait, devienne épaisse. Et cette technique aussi est associée dans cette étude à une sédation par midazolam et il y a eu un bon fonctionnement et des chirurgies qui se sont passées sans douleur. Et donc on revient à notre patiente, Madame E. Donc pour la suite de sa prise en charge, donc, je vous ai mis notre feuille d'anesthésie et si on zoome un peu, on va détailler un peu ce qui s'est passé. Donc en fait, devant la persistance de la douleur, la patiente a reçu un complément d'anesthésie locale fait par le chirurgien. Également, on a décidé d'ajouter de l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration par rimfentanyl. Donc la patiente a reçu 219 microgrammes en tout. Et également un bolus de kétamine de 10 mg qui a probablement entraîné une hypotension qu'on a pris en charge par de la noradrénaline. Et à noter qu'en fait, en salle de surveillance post-interventionnelle, la patiente n'a eu aucune douleur et elle était plutôt satisfaite du déroulé de la chirurgie. Donc, en conclusion, on peut dire en fait que la région mammaire, c'est une zone d'innervation assez complexe, comme on a vu dans le schéma au début. Et également, on a peu, voire pas d'études sur l'ALR seul, sans sédation associée dans la chirurgie du cancer du sein. Ça reste une pratique qui est à l'appréciation de l'anesthésiste pour le moment, avec le patient et le chirurgien. Donc il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Et le temps d'installation du bloc anesthésique, il peut être long, il peut être assez long, et la technique en fait de l'anesthésie loco-régionale est plus efficace si elle est associée à une sédation. Donc j'aimerais vous proposer un petit protocole que j'ai un peu réfléchi avant de faire. Donc si on a une patiente ou un patient, puisque les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein, donc un patient à haut risque pour une anesthésie générale, ce qu'on peut faire, c'est réaliser un bloc nerveux périphérique en s'assurant de faire le bloc 1 heure avant l'incision. Donc quand on fait un bloc, il faut nécessairement une surveillance. Donc on peut proposer une surveillance en salle de réveil. Associer plusieurs blocs entre eux, avec probablement associer un bloc paravertébral thoracique avec un bloc serratus ou autre,
et obtenir une anesthésie sur plusieurs niveaux sensitifs. Et tout ça peut être associé avec une sédation en ventilation spontanée et des techniques non médicamenteuses comme la musique ou l'hypnose conversationnelle. Donc ça peut être une petite méthode si on veut utiliser une anesthésie loco-régionale dans le cancer du sein, dans la chirurgie du cancer du sein.